à tous, bienvenue dans La Santé, ça s'écoute, le podcast qui va vous donner envie de prendre soin de vous et de votre santé. C'est l'histoire d'Aurélie qui voulait perdre une taille et qui aujourd'hui n'arrive plus à s'habiller. C'est aussi l'histoire d'Olivier, rondouillé depuis toujours et qui a toujours cru que c'était une fatalité. Et puis Cécile, écorchée par la vie, qui s'est mise à manger pour se réconforter. Il y a mille et une histoires autour du surpoids, toutes singulières et tout aussi complexes les unes que les autres. Notre invité, le docteur Jean-Michel Le Cerf, au téléphone avec nous, chef du service de nutrition et activité physique à l'Institut Pasteur de Lille, les connaît bien, toutes ces histoires de vie et de poids. Ensemble, nous allons bien sûr parler de surpoids et d'obésité pour trouver aussi les moyens de s'en sortir. Bonjour, docteur Le Cerf. Bonjour. Un Français sur deux est aujourd'hui en surcharge pondérale. Les professionnels de santé parlent même d'une épidémie d'obésité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes de plus en plus nombreux à manger de plus en plus mal? Est-ce que c'est ça aujourd'hui la réalité? Non, c'est pas ça la réalité. La réalité est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas que l'alimentation qui est en cause, il y a beaucoup de facteurs qui sont en cause. En premier lieu, la sédentarité, qui est un phénomène de société difficile à contrebalancer à cause de mode de vie, mais aussi beaucoup d'autres facteurs. Et donc, aujourd'hui, le nombre de personnes qui est en surpoids augmente effectivement. On distingue d'ailleurs deux niveaux, le niveau d'obésité qui est plus grave et qui ne concerne que 15% de la population française, ce qui est beaucoup, Mmh. mais il y a des pays qui nous dépassent largement. Et puis le surpoids plus ordinaire, plus banal, qui est en fait un petit dérèglement lié à des changements dans le mode de vie, mais pas que. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui interviennent. Et on va en parler si vous voulez un petit peu à la fois. Oui, bien sûr, parce que effectivement, la lutte contre la sédentarité, on en a longuement parlé lors de notre première émission du podcast La santé, ça s'écoute avec le professeur François Carré, cardiologue, médecin du sport, qui nous disait d'ailleurs que marcher 3 fois 10 minutes tous les jours permettait déjà de lutter contre la sédentarité. Mais effectivement, il y a d'autres facteurs qui peuvent agir sur le poids. Oui, bah, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs psychologiques, bien sûr. Il y a aussi des facteurs qui commencent très tôt dans l'existence. On commence à en parler de plus en plus. Des phénomènes qui peuvent prédisposer en quelque sorte ce qu'on appelle l'épigénétique par des modifications qui surviennent pendant la grossesse à cause d'un certain nombre d'agressions au niveau du fœtus, quoi, soit des agressions physiques, psychiques ou chimiques, mais aussi des événements néonataux. Par exemple, on sait aujourd'hui que le fait de naître par césarienne augmente beaucoup le risque de prise de poids ultérieure parce que ça prive un petit peu l'enfant du bon microbiote de sa maman. L'allaitement maternel joue aussi un petit peu sur ces phénomènes-là. Et puis ensuite, ultérieurement, il y a des facteurs qui vont intervenir, notamment des facteurs éducatifs, l'abondance alimentaire, le stress, qui sont des facteurs qui nous font manger plus qu'il ne faut. Voilà toute une série Oui. d'éléments qui interviennent. Et puis il faut rajouter quand même une chose, c'est que tout le monde ne devient pas gros, gros entre guillemets, si vous voulez, par respect pour les personnes qui sont en surpoids, à alimentation égale. Et donc, il y a aussi des différences qui sont liées à des facteurs génétiques. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes facteurs génétiques, mais ceux qui ont une certaine prédisposition, soit pour les raisons épigénétiques que j'ai citées tout à l'heure, qui surviennent tôt dans la vie du bébé in utero, soit génétiques qui sont liés à des facteurs qu'on ne maîtrise pas, eh bien, à facteurs égaux, certains vont prendre du poids de façon plus ou moins importante. Puis il y a encore d'autres événements. On sait aujourd'hui que, par exemple, que les obésités massives, qui sont des vraies maladies, peuvent être liées à des agressions dans l'enfance ou dans l'adolescence ou après, Mmh. qu'on désigne aujourd'hui comme agressions sexuelles, des viols, des incestes, etc. C'est l'actualité malheureusement qui nous rattrape et qui va entraîner des troubles psycho-comportementaux considérables. Voilà. Et puis après, il y a toute une série de facteurs d'entretien. C'est-à-dire que quand vous vous mettez au régime, mauvais régime, vous allez aggraver votre risque de prendre du poids. Et donc, il faut vraiment mettre en garde contre les mauvaises prises en charge qui vont perturber la régulation que vous avez de votre alimentation. Parce que normalement, on ne devrait pas grossir. L'organisme est merveilleusement fait pour garder un poids stable. Mais quand il y a toute cette série de petits changements qui font que, voilà, à un moment donné, ça déborde, quoi.
C'est un peu tout cela qui est en cause. C'est complexe, mais c'est important de le rappeler. Oui, c'est très complexe. On reparlera bien évidemment des régimes tout à l'heure et on comprend, tout de suite qu'il y a tout un tas de raisons, qui peuvent expliquer la survenue d'un surpoids et on comprend aussi que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis, de l'alimentation et du poids. Oui, puis je rajouterais, on ne décide pas de grossir, on ne choisit pas de grossir. Il y a personne qui dit: «Tiens, si Mmh. j'étais gros, ce serait bien». On le devient et donc en fait, il s'agit pas d'accuser les personnes qui sont fortes d'être devenus trop gros. Ils en sont, peut-être un petit peu responsables, mais surtout victimes. Responsables dans la mesure où, c'est pas moi qui grossis, c'est la personne en question. Mais ils en sont d'abord et avant tout, victimes. Donc, il y a vraiment, une déculpabilisation importante à avoir vis-à-vis des personnes qui sont trop fortes, qui tombent en fait dans la soupe des régimes d'une part, mais aussi, dans, le tourbillon du dérèglement du poids, hein. Mmh. On parle beaucoup de dérèglement climatique, mais il faut parler du dérèglement du poids et qui après, ne savent plus s'en sortir. C'est pas si facile que ça et je crois qu'il faut bien essayer d'analyser à chaque fois le pourquoi, le comment et puis tout le monde n'a pas les mêmes conséquences du surpoids. Le surpoids est parfois dangereux, parfois non, parfois très, parfois peu. Et donc, il faut bien aussi comprendre que le problème du poids, c'est pas une maladie, c'est plein de formes de maladies dans un ensemble qui lui-même correspond à une pathologie. C'est pas un défaut d'être trop gros, c'est une maladie. Mais cette maladie, elle a de nombreuses, de nombreuses facettes. Heu, Quel est le repère, qui doit nous alerter sur un éventuel surpoids? Alors, il y a un repère statistique, mais qui n'est pas un très bon repère individuel. C'est ce qu'on appelle l'IMC, en anglais BMI, IMC, indice de masse corporelle, on prend le poids en kilos, par exemple 70, on le divise par la taille qu'on a mis au carré. Bon, voilà, moi, on va dire, je pèse 72 kilos, je mesure 1,85 m, voilà, je mets 1,85 m au carré, puis j'aurai mon IMC. Le repère statistique épidémiologique, c'est dire entre 20 et 25, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais D'accord. ça, c'est statistique pour la population, c'est pas pour un individu. On Mmh. peut être en très bonne santé à 26 ou à 27, ça dépend d'où on vient, ça dépend Mmh. de notre masse musculaire, ça dépend de notre ossature, ça dépend de notre âge, ça dépend de notre sexe, ça dépend de beaucoup de choses. On peut être bien à 19, on peut être mal à 19, on peut être à peu près bien à 28 et on peut être très mal à 28 kilos par mètre carré. Donc, il va falloir tenir compte d'autres facteurs et en particulier la localisation des graisses. Est-ce qu'elles sont au centre du ventre ou est-ce qu'elles sont sur le bas du corps? Est-ce que c'est uniforme? Est-ce qu'il y a beaucoup de muscles? Ça aussi, c'est extrêmement important. Quelle est ma condition physique? Est-ce que j'ai d'autres facteurs de risque? Est-ce que par ailleurs je suis diabétique, hypertendu, je fume, etc. Est-ce que, Mmh. quel est mon âge? Quelle est mon activité physique? Quelle est mon alimentation? On va prendre un exemple, un homme par exemple qui a un indice de masse corporelle, de 28 kilos par mètre carré, qui a un poids stable, et ça aussi c'est très très important, est-ce que mon poids est stable? Qui a une bonne activité physique et même un peu sportif, un peu musclé, qui a une bonne alimentation, qui ne fume pas. Il faut surtout le laisser tranquille. Il faut surtout pas lui dire que ça va pas. Mais prenons un autre exemple. Une femme qui fait aussi 28 kilos par mètre carré, qui a une surcharge pondérale stable, plutôt du bas du corps, hein, plutôt au niveau ce qu'on appelle fémoral dans le jargon, on va parler clair, cuisses, fesses et hanches, Mmh. qui se nourrit bien, qui ne fume pas, qui a un poids qui est stable, qui a une activité physique normale, surtout pas qu'elle fasse un régime. Le premier objectif dans les deux cas que j'ai décrits, c'est de ne pas grossir. C'est tout, c'est de ne pas grossir. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de maintenir une bonne alimentation, une bonne activité physique. Et ça suffit, c'est déjà bien. Pas chercher à inverser la vapeur, surtout pas. Et donc, on voit que toutes les prises de poids, tous les excès de poids ne sont pas égaux. On pourrait prendre un autre exemple. Quelqu'un qui pesait 32 kilos par mètre carré et qui a réussi, en changeant un petit peu son mode de vie, d'arriver à 28. Il va voir le médecin qui lui dit: «Ah, vous êtes trop gros», qui oublie de demander où elle était avant. Eh bien, Mmh. c'est une erreur. Si cette personne était
obésité modérée à 32 kilos par mètre carré, puisque l'obésité modérée, c'est entre 30 et 35, et qui a descendu progressivement pour arriver à 28, c'est très très bien. C'est très très bien. Il faut qu'elle reste comme ça. Vous voyez? Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de situations. Et puis Ouais. surtout les situations psychologiques dont il faudra tenir compte. Bien sûr, donc c'est effectivement très important tous ces repères parce qu'on n'a pas toujours une image, très juste aussi de son corps, on peut se trouver gros alors qu'on ne l'est pas du tout, heu Tout à fait. et donc avoir envie de maigrir alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Bah, il y a le problème de l'image corporelle Oui. véhiculée par nos sociétés qui a décrit un idéal minceur qui correspond pas à tout le monde et qui n'est pas forcément un idéal de beauté d'ailleurs et qui n'est pas non plus toujours un idéal de santé. On sait par exemple que chez les gens âgés, on va dire âgés au-delà de 70 ans par exemple, eh bien il vaut mieux être plutôt en surpoids modéré que plutôt en sous-poids ou en poids bas. Et donc voilà le et puis, il y a aussi, voilà, la beauté, c'est pas que la silhouette, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est la beauté du regard, c'est la beauté du Mmh. sourire, c'est beaucoup de choses et malheureusement, il y a quand même une certaine persécution sur le surpoids, ce qu'on appelle la grossophobie et aujourd'hui, bien qu'on en parle de plus en plus, le fait de désigner les obèses comme responsables, ce qu'on appelle la discrimination, les mettre de côté parce qu'ils seraient responsables de leur état, ils seraient coupables, et d'autre part de les montrer du doigt en montrant qu'ils ne sont pas comme les autres, la stigmatisation, tout ça c'est la grossophobie, fait beaucoup de tort aux gens et notamment aux femmes qui sont très sensibles à cela et conduit à ce que voilà, on ne s'aime pas, on Mmh. se trouve pas bien, on ne une mésestime de soi et ces aspects psychologiques vont considérablement aggraver le problème de poids. Alors je rebondis justement, vous nous parlez de grossophobie, des associations militent contre, la discrimination des personnes obèses et certaines vont même jusqu'à revendiquer le droit d'être gros. Quel regard vous portez en tant que professionnel de santé sur cette approche des choses? Ah, il y a 2 types d'associations qui s'intéressent, d'associations de personnes en surpoids. Il y a celles, qui, vont essayer de promouvoir une meilleure prise en charge de l'obésité et la reconnaissance, réelle que c'est une maladie, ce qui n'est pas Oui. encore fait en France, alors que l'OMS a décrété que c'était une maladie depuis plusieurs années. Ce sont des associations qui sont, très positives, qui essaient de faire passer une information, une meilleure connaissance de la maladie, meilleure prise en charge, meilleur soutien Mmh. psychologique, remboursement des médicaments, remboursement des actes diététiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement, on rembourse la chirurgie bariatrique, mais pas la diététique. Cherchez à comprendre. Donc, il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est très positif. Puis, il y a des associations où les femmes sont plus en souffrance par rapport à un statut corporel et veulent qu'on défende l'idée que on peut être différent, on est différent et qu'on peut être gros. Je comprends tout à fait. Il ne faut pas que ça aille trop loin dans le sens euh, défendre la grosseur comme quelque chose qui est forcément bien. Je Mmh. crois qu'il faut trouver le bon équilibre. On peut être gros et quelqu'un de formidable, de compétent d'agréable et toutes sortes de choses. Il ne faut pas promouvoir le fait d'être gros parce que c'est quand même une souffrance et un danger. Mais il y a aussi quand même, on comprend aussi parce que cette discrimination, elle peut toucher quand même beaucoup de situations dans le quotidien. Et cette revendication, c'est un peu un cri. Oui. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas aller vers la promotion Mmh. de la grosseur, heu et pas non plus, aller vers, la mise en avant de la minceur comme, idéal. Il faut surtout essayer de faire passer la complexité et la compréhension de l'obésité vis-à-vis de nos Mmh. contemporains et aussi du corps médical, qui n'a pas toujours tous les éléments en main pour bien percevoir, pourquoi les gens, sont devenus gros, Mmh. et à quoi est due cette maladie, comment la prendre en charge, voilà.
Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ça avance, un peu à la fois, ça avance. Question très pratique, docteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas grossir? Quels conseils vous pouvez nous donner et donner aussi aux jeunes parents pour prévenir le surpoids chez les enfants? Alors 2 questions qui sont très différentes. On va commencer par les enfants. Si vous voulez, heu, il y a des choses qu'on décide et des choses qu'on décide pas. Donc ce qu'on décide pas, c'est l'hérédité qu'on a eue, c'est aussi l'épigénétique, de ce qui s'est passé pendant la grossesse. On pourrait quand même dire que, avoir une vie saine pendant la grossesse, éviter trop les contaminants extérieurs, les produits ménagers, cosmétiques, les aérosols et cetera dans les maisons, tout ça, c'est très bien. On va surtout promouvoir le fait d'éviter l'accouchement par césarienne, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un facteur assez important de prise de poids ultérieure, surtout chez les mamans en surpoids. Euh, Dès le début de la grossesse, ou avant même la grossesse, si possible, ne pas démarrer avec un poids élevé. Ensuite, l'enfant est là et il est trop gros, il est trop petit, le poids normal, bon, on ne va pas détailler la situation. L'allaitement maternel est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Et après, il y a la diversification. Tout se passe bien en général, on n'a pas trop de problèmes. La période la plus difficile, c'est c'est celle où il va falloir lutter contre ce qu'on appelle la néophobie, c'est-à-dire l'enfant qui va commencer à faire le tri. Et pour ça, il faut commencer à exercer un peu l'autorité parentale, j'allais dire l'autorité maternelle et paternelle, pour que l'enfant se détache un peu de sa maman et accepte de manger des choses qu'il ne connaissait pas encore. Mmh. Et donc, voilà, il y a cette séparation qui est importante et qui est faite notamment par le père. Puis après, l'enfant grandit et c'est là où notre société va venir en interaction avec les aspects éducatifs. On a une société de consommation, une société où c'est l'enfant qui est devenu roi. Ça, c'est pas bon. Dans un environnement trop puissant sur le plan alimentaire, où tout est possible, les enfants gâtés, les enfants capricieux vont poser des problèmes, surtout si les parents n'ont pas compris que la frustration était une bonne chose pour que l'enfant grandisse, qu'il apprenne à ne pas avoir tout de suite. Et donc là aussi, un aspect éducatif très important. Et puis ensuite, il va continuer à grandir. Il va falloir le mettre un petit peu en garde contre l'exposition trop forte à la publicité et puis contre l'usage immodéré des écrans qui vont commencer à envahir le monde Mmh. de l'enfant, l'empêcher d'être attentif à ce qu'il fait quand il mange et puis l'empêcher de dormir. Là aussi, c'est un facteur, on n'a pas encore parlé, mais le manque de sommeil, par exemple, est un facteur de prise de poids chez l'enfant et donc respecter le sommeil. Et puis promouvoir l'activité physique, c'est-à-dire en allant à l'école à pied si on peut, ou en vélo, ou en tout ce qu'on veut, chaque fois qu'on peut, et donner l'exemple. Donc ensuite à table, eh bien, je pense qu'il ne faut pas demander à l'enfant ce qu'il veut manger, il faut lui dire on mange, point, c'est tout. Je crois qu'il y a des aspects éducatifs qu'il ne faut pas négliger, mais on est inégaux aussi vis-à-vis des aspects éducatifs. Il y a des aspects socio-économiques. Les enfants qui vivent au 15e étage de leur tour dans la banlieue parisienne, les mamans ne vont pas les laisser courir dans la cour le soir parce que c'est mal fréquenté et il va rester devant la télévision avec un paquet de Mmh. biscuits. Donc il y a des tas de facteurs psychosociaux, éducatifs qu'il faut prendre en considération et économiques aussi. Voilà, bon, toute une série de conseils vite faits, mais importants pour l'enfant, pour les parents surtout. Très bien et donc on revient aux bases finalement. On mange varié, équilibré, tout en faisant aussi attention aux portions? Oui, alors les portions, bien sûr, mais il faut que l'enfant, avec les parents, apprenne à arrêter de manger quand il est rassasié et donc Oui. on ne le force pas à finir son assiette s'il est rassasié. Il faut apprendre à donner Mmh. des portions plus petites pour être sûr qu'il finira son assiette. Ça, c'est important. Ne pas resservir systématiquement, ne pas donner la même portion à tous les enfants, ne pas faire 36 repas différents parce qu'on a 3 enfants et un mari à la maison, chacun est difficile. Non, 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 on donne la même chose à tout le monde. Mmh. Donc apprendre voilà, pas forcer l'enfant à finir, c'est important. L'enfant n'est pas une poubelle. C'est pareil pour les adultes, puisque vous demandiez un petit peu
Quels sont les conseils pour les adultes? Oui. Bien, pour les adultes, je pense que, on est un petit peu dans le même registre. On mettra quand même en plus tous les aspects relatifs au stress qui fait qu'on prend la mauvaise habitude de manger quand on est, très stressé. Donc il faut apprendre à manger, calmement, posément, savourer, y compris des aliments riches. En fait, les aliments riches ne posent pas de problème. Ce qui pose problème, c'est quand on en mange de trop. Et donc, plutôt que d'être dans un interdit permanent où on se dit: «Je peux pas, je voudrais» ou «Je l'ai fait, j'aurais pas dû», cette espèce de frustration d'un Mmh. côté et culpabilité de l'autre qui va conduire à des troubles du comportement alimentaire. Il faut apprendre à manger. Il faut apprendre à manger en petite quantité les aliments qui sont bons, les aliments qui sont riches. Mais voilà, on apprécie, on goûte, on découvre, on savoure et puis on s'arrête. Et puis, quand on est à table, eh bien, on passe à table parce qu'on a faim. Voilà, parfois on passe à table parce que c'est l'heure, c'est pas grave. Et puis on s'arrête de manger quand on est rassasié. Eh bien ça, c'est important parce que souvent, c'est les quantités qui posent un problème. Et entre les repas, on mange si on a faim et on mange pas si on n'a pas faim. Et donc là aussi, c'est un peu du bon sens, si vous voulez, mais c'est quand Mmh. même important. Et puis on essaie de varier, bien sûr, varier son alimentation, c'est évident. On fera attention aussi, comme pour l'enfant, au sommeil, à l'activité physique, le stress, tout ça, c'est des facteurs qui vont nous faire manger ou surmanger. Si on dort pas, si on est sédentaire, si on est stressé, il faut bien tenir compte de tout cela. Et puis essayer d'avoir des repas avec un début et une fin. C'est très important parce que c'est un élément de régulation. Donc, tous ces conseils sont beaucoup plus importants que commencer à éviter de manger ceci ou cela qui va nous mettre la tête de travers pour faire nos choix alimentaires. Docteur, quand les kilos s'installent, la première chose souvent à laquelle on pense, c'est au régime. Si vous le permettez, j'aimerais lire un passage de votre, livre, «Le surpoids, c'est dans la tête ou dans l'assiette», publié aux éditions Quae. Juste quelques phrases qui illustrent le piège dans lequel on peut tomber quand on commence un régime. Vous écrivez: le régime va commencer pour 2 ou 3 kilos que l'on croit avoir en trop. En cherchant à aller plus bas pour avoir de la marge, on va trop bas, on se restreint trop. L'organisme va commencer à gémir. Le besoin de manger ce dont on s'est privé, les fameux aliments interdits, va commencer à se faire sentir. On n'en peut plus, le stress fait basculer. On craque, on remange, on s'en veut, on se culpabilise. Demain, on s'y remettra, plus strict, plus sévère. On regrossit, l'entourage nous incite à recommencer. On n'ose pas dire que c'est difficile. Si l'on regrossit, on nous critique. Si l'on essaie de se restreindre, on nous dit pour une fois, le combat devient inégal. On laisse tomber car c'est trop dur. C'est terrible ça quand même, docteur. Comment on sort de ce cercle vicieux? Comment on peut retrouver l'espoir de perdre ces kilos en trop? Oui, alors je dirais, il faut commencer par pas rentrer dedans, hein, et donc, quand il y a 2 ou 3 kilos en trop, il faut surtout pas faire de régime. Il faut simplement essayer de rectifier, 2 petites choses dans son existence qu'on a pu identifier comme, heu, des quantités un petit peu trop fortes quand on est à table et une sédentarité qui Mmh. s'est installée, des petites choses comme celle-là. Et puis, donc accepter son corps, mais j'allais dire, il faut pas non plus se résigner, il faut simplement dire: «Bah, j'ai pris 2 ou 3 kilos, d'accord. Le premier objectif, c'est de ne plus grossir». Ça, c'est très, très important, plutôt que de chercher à maigrir. Le deuxième objectif, c'est de ne pas faire pire que mieux et donc pas faire de régimes qui sont en général catastrophiques. Heu, Ensuite, pour sortir de cela, il va falloir réapprendre à manger. Réapprendre à manger avec plaisir, retrouver une relation normale avec les aliments, dédramatiser les aliments qui sont riches, apprendre à les manger doucement avec, dégustation, en savourant, en appréciant comme je le disais tout à l'heure et puis, ressentir toutes les sensations alimentaires. Rechercher la satisfaction de ces sensations alimentaires. Est-ce que j'ai faim? Oui, j'ai faim. Non, je n'ai pas faim. Oui, j'ai faim, je mange. Non, je n'ai pas faim, je mange pas. Ensuite, je mange, je ressens, le plaisir que cela me fait, je ressens le bien que je perçois, et puis, je cherche à ressentir par, l'écoute de mon corps, le fait que je suis rassasié. Rassasié, c'est-à-dire juste le moment avant qu'on en ait trop,
on sente qu'on a trop. Ah, j'ai trop mangé. Ah oui, c'était trop. J'aurais pas dû me resservir. Bon, c'est juste avant. Donc il y a toute cette éducation qui est à faire, d'écoute des sensations alimentaires. Et puis un travail aussi très important d'estime de soi, c'est-à-dire de retrouver confiance en soi, de s'aimer à nouveau tel qu'on est, ce qui ne veut pas dire se résigner et ne pas prendre soin, hein, attention, hein, c'est tout à fait important. Donc tout ce travail psychologique, et puis peut-être aussi, comment dire, euh, ne pas résumer notre bonheur ou notre bien-être uniquement à travers ces kilos. Non pas, encore une fois, qu'il faut les laisser s'installer, mais de euh, pas leur laisser prendre une emprise trop importante sur notre existence, au point d'en devenir obsédé, malade et d'avoir des attitudes qui sont négatives. Tout ça, Mmh. c'est essentiel. Et les choses se remettront peut-être pas totalement en place, mais déjà, si on arrête de grossir, on aura fait un combat, on aura déjà obtenu un succès formidable. Est-ce que vous nous conseillez de se faire accompagner par un professionnel Bien comme un sûr, nutritionniste, une diététicienne ou un psychologue? oui, oui, oui. Alors l'idéal, c'est un psychologue, un diététicien psychologue ou un nutritionniste psychologue. Normalement, tous les médecins devraient être psychologues, mais ils n'ont pas forcément le diplôme. Heu, bien sûr, bien sûr. C'est important qu'on puisse, être en confiance avec quelqu'un qui, va, nous écouter, essayer de comprendre, ne pas juger, ne pas condamner, être, dans la bienveillance, être heu, dans cette écoute. C'est essentiel et nous aider à trouver le chemin. Moi, très souvent, je demande aux gens quand je les vois en consultation, je les voyais parce que je ne consulte plus maintenant, hem: «Qu'est-ce que vous pouvez changer?» Et très souvent, les gens réussissent à trouver ce qu'ils peuvent changer. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez, améliorer? Très souvent, la solution est en nous. Et ça, je crois que c'est important parce que les praticiens donnent trop de conseils, euh, des conseils qui sont pas toujours bienvenus parce qu'ils sont un peu projetés. Je crois qu'on a les clés en nous et il faut simplement qu'on puisse les révéler par justement cette dimension extrêmement positive sur soi. Ne pas se condamner soi-même, ne pas se juger soi-même et ne pas juger les autres. Quand on surfe sur les réseaux sociaux, c'est très facile aussi de se laisser tenter par tout un tas de conseils, de régimes en tout genre. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces méthodes qui suscitent quand même un certain engouement? Alors ils sont l'expression d'une souffrance, hein, puis d'une sensation de difficulté à changer ses habitudes alimentaires. C'est toujours difficile de changer ses habitudes alimentaires, mais il faut surtout pas rentrer dans ces restrictions ou ces régimes intempestifs, d'exclusion particulière, de toutes sortes qui fleurissent en permanence. D'abord parce que ils vont perturber notre relation à la nourriture, donc on va plus savoir ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger au bout d'un certain temps quand on voudra quitter ce régime invraisemblable. Et puis le problème, c'est pas tellement de maigrir, c'est de ne pas regrossir. Et quand on fait des régimes à court terme en supprimant toute une série d'aliments ou de graisses ou de sucre, on maigrit, mais on regrossit tout le temps, ça n'a aucun intérêt. Et malheureusement, on regrossit plus. Et donc, aujourd'hui, tous les médecins sérieux se sont rendus compte que ça n'était pas la bonne solution. Ce qui compte, c'est de rééquilibrer sa nourriture avec une alimentation qui comprend de tout, sans restriction, équilibrée, c'est-à-dire des principes que tout le monde connaît et qu'on entend et qu'on voit partout, et puis apprendre à manger juste en fonction de ses besoins, pas plus. Et pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, écouter fortement ses sensations alimentaires pour essayer de modérément réduire ses apports, mais doucement. Parce que le but, c'est pas tant de maigrir, c'est de ne plus grossir. Et si on ne veut ne plus grossir, il ne faut pas trop
se restreindre parce qu'on va regrossir plus. Et donc en fait, bien sûr, dans le court terme, il y a une espèce d'engouement, mais les déçus sont au rendez-vous. Donc c'est vraiment pas la solution et souvent ça vient de gens qui, bon voilà, sont soit un peu désespérés et souvent même, très incompétents, très, très incompétents. Il y a aussi des personnes qui s'interrogent sur un éventuel recours à la chirurgie bariatrique, donc à une chirurgie de l'obésité. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes? Oui, alors c'est une très bonne question. D'abord, il faut bien comprendre que depuis que l'on sait que l'obésité est une maladie, les recherches avancent énormément pour en comprendre les différentes facettes, les différentes causes et les différentes conséquences. Je voudrais quand même dire que tout le monde n'a pas les mêmes conséquences, je le redis. Et quand on a un excès de poids, il faut aussi prendre compte, tenir ça en compte sur les diabétiques, etc. Alors maintenant, demain, on aura des médicaments ou après-demain. Aujourd'hui, on a la chirurgie bariatrique qui n'est pas la solution, mais qui est une mesure parfois indispensable pour faire un véritable sauvetage. C'est-à-dire que quand on est arrivé à des niveaux de poids très importants après de nombreux échecs et avec un grand risque pour la Mmh. santé, il faut envisager euh, d'évoquer la chirurgie bariatrique. Vous voyez, je suis vraiment très, très prudent. De temps en temps, c'est vraiment quelque chose qui va apporter un très grand soulagement. Mais on n'est pas guéri pour autant. C'est un nouveau corps, c'est un corps un peu mutilé, c'est un corps avec d'autres conséquences, mais voilà, c'est une situation de sauvetage qui a permis bah, d'éviter les complications gravissimes des obésités sévères. Il ne faut pas dire non à la chirurgie bariatrique, il ne faut pas dire oui non plus systématiquement. Mmh. Ce serait une erreur. C'est un peu un choix de dernier recours? Oui, alors ça peut être un choix de dernier recours, parce qu'on a tout essayé. Il ne faut pas non plus envisager, la chirurgie bariatrique trop tard. Il ne faut pas non plus dire, «De toute façon, je m'en fous, je me ferai opérer». On voit Mmh. parfois ça. Une espèce de fatalité. Heu, L'idéal n'est pas de se faire opérer, mais l'idéal est de se faire soigner, en sachant que l'obésité, on ne la guérit pas, mais on la soigne de mieux en mieux. De mieux en mieux, avec surtout ce que je disais tout à l'heure, des changements d'objectifs. L'objectif, c'est pas forcément d'être à un poids idéal, c'est d'améliorer sa santé, son bien-être, son alimentation, son mode de vie. Et puis, de temps en temps, la chirurgie bariatrique sera là parce que il n'y a pas, il n'y a pas d'autre solution pour se tirer d'affaire, même si après on n'est pas guéri, même si après il y a des effets secondaires, mais c'est un, Mmh. c'est un choix qu'il faut faire avec le médecin et le chirurgien. Eh beh, très bien. On va rester sur ces bons conseils. Merci beaucoup docteur, pour cet échange et cet éclairage nécessaire autour du surpoids. Oui, il faut surveiller son poids, pour autant notre santé ne se résume pas qu'aux kilos en trop. Je rappelle le titre de votre ouvrage, «Le surpoids, c'est dans la tête ou dans l'assiette» aux éditions Quae. On y retrouve notamment toute l'importance d'une relation apaisée avec la nourriture et ça fait du bien. Encore merci docteur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.